Elle n'est pas morte. Un sans-abri noir interrompt les funérailles d'une milliardaire pour la sauver. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Arrêtez. Elle n'est pas morte. Le cri a déchiré l'air solennel du cimetière comme un coup de tonnerre, faisant se retourner simultanément des centaines de têtes. Le pasteur s'est figé, la Bible à la main. Les fossoyeurs ont cessé de descendre le cercueil doré et un silence choqué s'est abattu sur les funérailles de Victoria Sterling, la milliardaire qui contrôlait la moitié des entreprises immobilières de la côté. Au fond de la foule d'œil, un homme noir d'environ 40 ans se frayait un chemin à travers l'élite de la ville. Sa barbe hirsute, ses vêtements déchirés, son sac à dos usé contrastaient brutalement avec les costumes italiens et les robes de créateurs qui l'entouraient. Les gens s'éloignaient de lui comme s'il était radioactif. Les agents de sécurité criaient à William Sterling, le veuf de Victoria, le visage déformé par la rage. « Sortez immédiatement ce fou d'ici !» Mais l'homme continua d'avancer avec une détermination qui fit hésiter même les gardes. Ses yeux brûlaient d'une intensité qui révélait quelque chose au-delà de la folie apparente, une certitude absolue qui glaça le sang de ceux qui se trouvaient à proximité. « Je m'appelle David Washington, » dit-il. Sa voix résonnant dans le cimetière, et je vous ai vu tous les deux planifier cela hier soir dans le parking de l'hôpital. Le docteur Peterson, médecin de la famille Sterling depuis 15 ans, pâle visiblement. William sentit ses jambes fléchir, mais il tenta de garder son sang-froid devant les caméras de télévision qui retransmettaient les funérailles en direct. Victoria a été empoisonnée avec une substance qui simule la mort, continua David ignorant les murmures croissants de la foule. Elle est vivante, mais vous voulez l'enterrer avant que quelqu'un ne le découvre. La foule éclata en murmures choqués. Certains sortirent leur téléphone portable pour filmer, d'autres reculèrent d'horreur. David s'est approché du cercueil ouvert, les yeux remplis de larmes à la vue du visage pâle de Victoria. « S'il vous plaît » a-t-il supplié en se tournant vers la tante de Victoria, Madame Anderson, qui se trouvait au premier rang. « Laissez-moi vous montrer qu'elle respire encore. » William s'est avancé, furieux. Ce vagabond raconte des mensonges. Victoria est morte de cause naturelle. Alors, pourquoi transpirez-vous autant? Demanda calmement David en sortant un petit flacon en verre de son sac à dos. Et pourquoi le docteur Peterson n'arrive-t-il pas à me regarder dans les yeux? À ce moment-là, David Washington, qui dormait dans la rue depuis 3 ans après avoir tout perdu dans un procès corrompu, affichait une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont déjà affronté des tempêtes bien pires. Là, face à tous les regards méprisants, il restait ferme comme quelqu'un qui garde un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Si cette histoire de conspiration et de courage a éveillé votre curiosité, préparez-vous à découvrir comment un homme que la société avait rejeté est devenu le seul espoir entre la vie et la mort de l'une des femmes les plus puissantes du pays. La foule au cimetière s'est divisée en 2 groupes distincts. Ceux qui filmentaient frénétiquement avec leur téléphone portable et ceux qui reculaient d'horreur devant cette scène surréaliste. Les caméras de télévision continuaient à diffuser en direct, transformant ce qui aurait dû être un enterrement privé en un spectacle national. Cet homme est clairement perturbé, a déclaré William aux caméras, la voix tremblante d'indignation contenue. Ma femme est décédée après un long combat contre une maladie rare. Il est scandaleux qu'un clochard drogué vienne perturber notre deuil avec ses fantasmes délirants. Le docteur Peterson a ajusté ses lunettes nerveusement, affichant un sourire professionnel forcé. En tant que médecin responsable du cas, je peux certifier catégoriquement que Madame Sterling est décédée hier à 23h47. J'ai effectué tous les examens nécessaires. David observait les 2 hommes avec un calme troublant, comme s'il assistait à une pièce de théâtre mal répétée. Sa main droite restait fermement posée sur le petit flacon, tandis que sa main gauche fouillait discrètement dans son sac à dos usé. « Intéressant, docteur, » dit David, sa voix couvrant le murmure de la foule. « Parce que dans le parking de l'hôpital, vous avez dit exactement ceci. La dose que vous lui avez administrée durera exactement 10 cures. Après cela, elle se réveillera et nous serons foutus. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Peterson pâlit visiblement, ses mains tremblant tandis qu'il ajustait son stéthoscope autour de son cou. « Mensonge » s'écria William, mais sa voix semblait moins convaincante cette fois-ci. Agent de sécurité, emmenez immédiatement ce dérangé mental. Mais lorsque les agents de sécurité s'approchèrent, Tand Anderson leva la main, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Attendez, s'il y a la moindre chance que Manier soit en vie, nous devons enquêter. » David profita de l'instant et se tourna vers la foule. « Il y a 3 ans, j'étais David Washington, ingénieur logiciel chez Sterling Tech Solutions, une filiale de l'entreprise de Victoria. J'y ai travaillé pendant 15 ans jusqu'à ce que je découvre que William détournait des fonds de l'entreprise. » Un murmure de choc parcourut la foule.
Les caméras se rapprochèrent, captant chaque mot. Lorsque j'ai essayé de signaler l'irrégularité à Victoria, William m'a tendu un piège. Il a fabriqué de fausses preuves selon lesquelles c'était moi qui volais, m'a poursuivi en justice et a détruit ma réputation. J'ai perdu mon emploi, ma maison, ma famille. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans la rue pendant qu'il profitait de la fortune qu'il avait volée. William recula d'un pas, son visage alternant entre la colère et la panique. C'est absurde. Cet homme est un criminel condamné qui cherche à se venger. Je suis effectivement un criminel condamné, a hacké David calmement, sortant un vieux smartphone de son sac à dos. C'est pourquoi personne ne se méfie lorsqu'un sans-abri dort près des voitures dans le parking de l'hôpital. C'est pourquoi personne ne m'a remarqué lorsque j'ai enregistré toute votre conversation hier soir. Le docteur Peterson commença à reculer vers les voitures garées, mais David continua. « Docteur, vous avez une fille de 16 ans à la Westfield Academy, n'est-ce pas? Victoria a payé ses frais de scolarité. Et William, vous avez promis au docteur qu'après avoir hérité de la fortune de Victoria, vous donneriez 2 millions pour la recherche sur le cancer à l'hôpital où il travaille. » Quid pro révélations frappèrent la foule comme des ondes de choc. Les gens qui considéraient auparavant David comme un dérangé le regardaient, désormais avec un mélange d'horreur et de fascination. Vous pensez que parce que je dors dans la rue, je n'écoute pas, je ne réfléchis pas, je ne planifie pas, dit David, les yeux brillants d'une intensité qui fit même reculer William. Mais vous oubliez que j'ai mis en place des systèmes de sécurité pour cette famille pendant 15 ans. Je connais chaque secret, chaque faiblesse, chaque mensonge qui soutient cet empire. William tenta un dernier coup. Même si vos accusations étaient vraies, Victoria est morte. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. David sourit pour la première fois depuis son arrivée au cimetière. La tétrodotoxine extraite du poisson fut due à dose contrôlée. Elle paralyse le système nerveux, réduit le rythme cardiaque à des niveaux imperceptibles et induit un état catatonique qui simule parfaitement la mort. L'antidote, il leva le flacon, doit être administré dans les 20s, sinon la paralysie devient permanente. Le docteur Peterson s'effondra sur une chaise voisine, le visage entre les mains. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» La caméra de télévision captura le moment précis où le masque de William tomba enfin. Son expression de deuil fin se transforma en haine pure, et il s'avança vers David, les poings serrés. « Tu as détruit ma vie pendant 3 ans, » a crié William. « Je ne te laisserai pas tout gâcher maintenant. » Mais David n'a pas bougé. Il est resté là, tenant le flacon comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde, tandis que sa voix résonnait dans le cimetière. La différence entre nous, William, c'est que tu n'as jamais compris la véritable valeur d'une vie. Mais quelqu'un qui a tout perdu apprend exactement ce qui vaut la peine d'être sauvé. Chaque nouvelle humiliation que William tentait d'imposer ne faisait que renforcer quelque chose en David que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait de perpétuer. Comme si chaque insulte était le combustible d'un feu qui était sur le point de consumer tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et de la cruauté. La révélation concernant l'enregistrement frappe à la foule comme un tremblement de terre. Le docteur Peterson était visiblement paniqué, la sueur coulant sur son visage alors qu'il essayait de trouver une issue. William, quant à lui, afficha un sourire confiant comme s'il croyait encore pouvoir contrôler la situation. « Même si vous avez un enregistrement, » dit William, sa voix retrouvant une partie de son arrogance précédente, cela ne prouve absolument rien. N'importe quel tribunal rejetterait des preuves obtenues illégalement par un criminel condamné. Vous n'êtes qu'un sans-abri perturbé qui tente de faire chanter une famille en deuil. David observa William avec un calme qui mit certains des présents mal à l'aise. C'était la sérénité de quelqu'un qui connaissait chaque mouvement du jeu avant même qu'il ne commence. « Vous avez raison sur un point. William, » répondit David en rangeant son smartphone dans son sac à dos. « Un tribunal remettrait effectivement en question les preuves que j'ai obtenues. C'est pourquoi, au cours des 3 derniers mois, ce n'est pas moi qui ai recueilli les preuves les plus importantes. » Un murmure de confusion parcourut la foule. Le docteur Peterson leva la tête, les yeux écarquillés de terreur. « Connaissez-vous le docteur Génie Ferrier ?» demanda David avec désinvolture. Spécialiste en toxicologie médico-légale au FBI. Retraité depuis 2 ans mais toujours consultante indépendante pour des cas particuliers. Au milieu de la foule, une femme élégante d'environ 60 ans s'approcha. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon impeccable et elle portait une mallette en cuir professionnel. Sa présence imposait un respect immédiat. Même les agents de sécurité hésitèrent avant d'essayer de l'arrêter. « Docteur Peterson, dit-elle d'une voix tranchante comme une lame chirurgicale. C'est intéressant de vous rencontrer ici, surtout après notre conversation d'hier sur les effets de la tétrodotoxine à des doses sublétales. »
Le médecin pâlit encore plus si cela était possible. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, mais vous le savez, continua le docteur et en ouvrant sa mallette et en sortant un enregistreur numérique. Parce que vous m'avez contacté 3 fois au cours des 2 dernières semaines, feignant un intérêt académique pour les poisons qui simulent la mort. Un timing curieux étant donné que votre patiente la plus célèbre est décédée précisément des symptômes que vous étudiez. William tenta d'intervenir. C'est ridicule. Vous êtes en train de créer une conspiration absurde basée sur des preuves scientifiques solides. L'interrompit froidement le docteur. M. Washington m'a contacté il y a 3 mois avec une théorie sur l'empoisonnement à la thérodotoxine. Au départ, j'avoue que j'étais sceptique. Un homme sans domicile fixe prétendant connaître la chimie avancée semblait peu probable. David sourit discrètement. L'ingénierie logicielle inclut la biochimie computationnelle. Docteur, surtout quand on passe 3 ans dans la rue avec beaucoup de temps pour étudier et planifier. Exactement. Et quand M. Washington m'a montré les enregistrements des conversations dont il avait été témoin, j'ai accepté de mener une enquête indépendante. A poursuivi le docteur, je me suis infiltré discrètement dans votre cercle social. Cela n'a pas été difficile. Événement caritatif, dîner de bienfaisance. Victoria m'a présenté personnellement à vous 2 le mois dernier. Le silence qui suivit fut assourdissant. William et le docteur Peterson échangèrent des regards de panique croissante, comprenant enfin qu'ils avaient été observés et analysés sans s'en rendre compte. Pendant cette période, a poursuivi méthodiquement le docteur et j'ai documenté de multiples incohérences dans votre comportement. Docteur Peterson, vous avez acheté de la tétodotoxine pure il y a 6 semaines auprès d'un fournisseur douteux sur le dark web. Et William, vos recherches en ligne sur l'héritage accéléré et les testaments contestables ont été révélatrices. David sortit une tablette de son sac à dos que personne n'avait remarqué auparavant. 3 ans à dormir dans la rue vous apprennent à être invisible. Les gens ne voient pas un sans-abri comme une menace ou un témoin. Vous n'avez jamais soupçonné que je documentais chaque mouvement, chaque conversation, chaque transaction suspecte. Les images sur la tablette montraient William entrant et sortant du cabinet du docteur Peterson à des heures inhabituelles, des virements bancaires suspects et même des photos des 2 hommes se rencontrant secrètement dans des endroits isolés. Impossible, balbutia William, perdant finalement son sang-froid. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas accès. La bibliothèque publique offre un accès Internet gratuit pendant 4 heures par jour, répondit calmement David. C'est suffisant pour qu'un ingénieur en informatique reste à la pointe de ses compétences. Et quand vous détruisez injustement la vie de quelqu'un, cette personne a tout le temps de préparer une riposte appropriée. Le docteur Peterson s'effondra finalement complètement. S'il vous plaît, arrêtez. Il m'a menacé. Il a dit qu'il détruirait ma carrière, que ma fille perdrait sa bourse. Je ne voulais pas faire ça. Mais vous l'avez fait, répondit froidement le docteur, et maintenant nous avons 47 minutes pour administrer l'antidote avant que les effets ne deviennent irréversibles. Tom Henderson s'approcha Cueil, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, sauvez ma nièce. S'il y a un espoir, nous devons essayer. William fit une dernière tentative désespérée. Même si tout cela est vrai, vous ne pouvez pas prouver qu'elle est encore en vie. Et si vous vous trompez? Et si vous la tuez en essayant de la sauver? David s'approcha du cercueil et pour la première fois, laissa ses émotions transparaître dans sa voix. Victoria m'a donné une chance alors que personne d'autre ne voulait le faire. Quand je n'étais qu'un jeune ingénieur issu d'un quartier défavorisé, elle a vu mon potentiel là où les autres ne voyaient que ma différence. Pendant 15 ans, j'ai travaillé à la mise en place de systèmes destinés à protéger son entreprise, sa famille, sa vie. Il regarda William droit dans les yeux, son regard brûlant d'une intensité qui fit reculer l'homme. Vous avez détruit ma vie par cupidité. Vous avez fait de moi un paria, un criminel, un moins que rien. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que prendre tout un homme le libère également de toute peur de perdre. La foule observait en silence absolu tandis que David préparait l'antidote, les mains fermes malgré l'importance du moment. Vous pensiez que briser ma vie me briserait. Mais chaque nuit passée à dormir dans le froid, chaque regard méprisant, chaque moment d'humiliation ne faisait que me rappeler pourquoi je faisais cela. Sa voix résonna dans le cimetière. Pas par vengeance, pour la justice. Le docteur Peterson murmura d'une voix presque inaudible. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» À ce moment-là, alors que David se penchait sur le cercueil, l'antidote dans les mains, chaque personne présente comprit qu'elle n'était pas seulement témoin d'un possible miracle médical, mais quelque chose de beaucoup plus profond. La résurrection non seulement de Victoria, mais aussi de l'idée même que la vérité et la justice pouvaient encore triompher de la corruption et des privilèges, quelle que soit la puissance de ceux qui tentaient de les enterrer. Les mains fermes, contrastant avec l'importance du moment, David se pencha sur le cercueil et administra 3 gouttes de l'antidote sur les lèvres pâles de Victoria.
Le silence dans le cimetière était si profond que le bruit des gouttes touchant sa langue résonna comme un tonnet lointain. « Ça ne marchera pas, » murmura William désespérément, mais sa voix tremblait. « Elle est morte depuis plus de 12 heures. »« C'est impossible. »« Tais-toi » l'interrompit froidement tante Henderson, les yeux fixés sur le visage de Victoria. « Nous allons maintenant voir qui dit la vérité. » Le docteur Peterson était visiblement en train de s'effondrer, ses mains tremblant de manière incontrôlable tandis qu'il murmurait. « Mon Dieu, et si elle était vraiment en vie? Et si j'avais vraiment signé un faux certificat de décès ?» David posa sa main sur la poitrine de Victoria, comptant les secondes à voix basse. L'antidote prend entre 3 et 5 minutes pour inverser les effets de la théroxine. À partir de maintenant, c'est une question de temps. Les caméras de télévision capturaient chaque seconde en temps réel, diffusant le moment le plus surréaliste de l'histoire récente à des millions de téléspectateurs à travers le pays. Les journalistes murmuraient leurs commentaires d'un ton solennel comme s'ils documentaient un miracle médical. Au bout de minutes, quelque chose s'est produit. Un tremblement presque imperceptible des doigts de Victoria a fait retenir son souffle à la foule. Le docteur s'est approché avec un stéthoscope, vérifiant les signes vitaux qui commençaient à apparaître. Battement cardiaque détectable, a-t-elle annoncé, sa voix professionnelle cachant à peine son émotion. Respiration superficielle mais présente, température corporelle commençant à se normaliser. William a reculé de plusieurs pas, son visage oscillant entre la panique absolue et le déni furieux. C'est impossible. C'est une sorte de truc, une mise en scène. Une supercherie. David se tourna vers lui avec un calme effrayant. Comme la supercherie que vous avez utilisée pour voler 15 millions de dollars à son entreprise au cours des 2 dernières années. La révélation frappe à la foule comme une bombe. David poursuivit sans pitié ou comme la supercherie consistant à falsifier des documents caritatifs pour détourner des fonds vers des comptes offshore aux îles Caïmans. William pâlit complètement. Comment? Vous ne pouvez pas savoir ça. 3 ans à dormir dans la rue m'ont donné beaucoup de temps pour pirater les systèmes de sécurité que j'ai moi-même conçus, répondit David en sortant un autre appareil de son sac à dos. Surtout quand vous avez été assez stupide pour conserver les mêmes mots de passe que j'avais configurés il y a 15 ans. Sur sa tablette, David montra des relevés bancaires, des virements internationaux et des emails compromettants qui documentaient systématiquement le système de corruption de William. La foule murmurait de plus en plus choquée tandis que l'ampleur du complot se révélait. Au bout de 4 minutes, Victoria Sterling ouvrit les yeux. Le cri collectif qui résonna dans le cimetière est assourdissant. Les gens pleurent, crient, filment frénétiquement tandis que Victoria tente de s'asseoir dans son propre cercueil, confuse et désorientée mais indéniablement vivante. Où suis-je? Sa voix est herque mais audible. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Tom Henderson s'effondra en larmes, serrant Victoria dans ses bras, tout en lui expliquant rapidement ce qui s'était passé. William, complètement paniqué, tenta de courir vers le parking, mais découvrit que les agents de sécurité avaient déjà reçu l'ordre du docteur et de l'encercler. « Vous ne pouvez pas m'arrêter » cria-t-il. « Vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas l'autorité. » À ce moment-là, des sirènes de police retentirent dans le cimetière. 3 voitures de police et un fourgon du FBI entrèrent par l'entrée principale et se dirigèrent directement vers le lieu des funérailles. Le docteur sourit pour la première fois depuis son arrivée. M. Washington n'a pas seulement recueilli des preuves. Il nous a également contactés il y a 3 semaines. Cette opération est officiellement en cours depuis 18 jours. L'agent spécial Rodriguez, un homme imposant d'une 50aine d'années, s'est approché avec des mandats d'arrêt déjà préparés. William Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre, fraude bancaire et évasion fiscale. Dr Peterson, vous êtes en état d'arrestation pour négligence médicale criminelle et complicité de tentative de meurtre. Le docteur Peterson s'est complètement effondré, avouant entre 2 sanglots. Il m'a menacé. Il a dit qu'il détruirait ma carrière, que ma fille perdrait sa bourse d'études. Je n'ai jamais voulu faire ça, mais il a dit que je n'avais pas le choix. Vous aviez le choix, a répondu David froidement. Il y a toujours le choix entre le bien et le mal. William fut menotté tout en continuant à proférer des menaces et des dénégations, son masque de respectabilité complètement détruit devant les caméras nationales. Ce n'est pas fini. J'ai des avocats, j'ai des relations. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Victoria, désormais plus lucide et soutenue par sa tante Anderson, regarda droit dans les yeux l'homme qui avait tenté de la tuer. 23 ans de mariage, William. 23 ans pendant lesquels tu as dormi à mes côtés en planifiant ma mort. La froideur de sa voix fit frissonner même les policiers. David s'approcha d'elle respectueusement.
Madame Sterling, il y a beaucoup plus de preuves de corruption et de fraude. Avec votre permission, j'aimerais tout présenter à la justice. » Victoria lui serra fermement la main. « Vous m'avez sauvé la vie 2 fois, David. Il y a 15 ans, lorsque vous m'avez aidé à mettre en place des systèmes de sécurité, aujourd'hui lorsque vous m'avez ramené d'entre les morts. Faites ce qu'il faut. » Alors que les voitures de police s'éloignaient avec William et le docteur Peterson menottés, la foule encore sous le choc se mit à applaudir d'abord timidement, puis dans une ovation assourdissante qui dura plusieurs minutes. David Washington, l'homme qui avait été dégradé, humilié et oublié par la société, était désormais au centre de l'un des plus grands rebondissements de l'histoire criminelle récente. Les journalistes s'approchaient pour lui demander des interviews, mais il restait concentré uniquement sur Victoria, s'assurant qu'elle était vraiment rétablie. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda Victoria, essayant encore de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Après tout ce que William t'a fait, pourquoi as-tu tout risqué pour me sauver ?» David la regarda avec une dignité qui transcendait son apparence simple. « Parce que certaines personnes valent plus que notre soif de vengeance et parce que la véritable justice ne consiste pas à détruire nos ennemis, mais à sauver ceux qui méritent d'être sauvés. » À ce moment-là, alors que Victoria Sterling se relevait de son propre cercueil et marchait parmi les décombres du complot qui avait failli la tuer, une question restait en suspens. Était-il possible de reconstruire une vie après avoir découvert que l'amour de 2 décennies n'était qu'un mensonge soigneusement construit et que le salut venait de quelqu'un que la société avait choisi d'ignorer complètement? 6 mois après les funérailles qui avaient choqué la nation, Victoria Sterling était assise à son bureau en acajou au 47e étage du bâtiment Sterling Enterprises, mais cette fois-ci avec une énergie complètement renouvelée. Les gros titres des journaux éparpillés sur la table racontaient l'histoire de son incroyable transformation. Victoria Sterling double les bénéfices de l'entreprise après sa restructuration et un ancien sans-abri devient vice-président de la sécurité d'entreprise chez Sterling Enterprises. David Washington, désormais vêtu d'un costume impeccable mais conservant la même sérénité qui le caractérisait dans la rue, entra dans la pièce avec des rapports d'audit sous le bras. « Victoria, nous avons terminé l'enquête complète sur les systèmes financiers. Nous avons trouvé 23 millions supplémentaires que William avait détournés au fil des ans. » 23 millions, répéta Victoria en secouant la tête. Incrédule. 23 ans de mariage et il a volé exactement 1 million pour chaque année que nous avons passé ensemble. L'ironie était amère, mais Victoria avait appris à transformer la douleur en force motrice. Dans les mois qui ont suivi le procès, elle a non seulement récupéré tous les fonds détournés, mais elle a également mis en place un système de sécurité numérique si avancé que d'autres entreprises ont commencé à payer des millions pour obtenir la licence de la technologie développée par David. « Et le programme de logements sociaux ?» demanda-t-elle en feuilletant les rapports. « Il a été approuvé hier par le conseil municipal », répondit David en souriant. 500 logements seront construits exactement là où William prévoyait d'ériger son complexe de luxe. Les familles à faible revenu auront un logement décent et notre entreprise a réalisé 40% de bénéfices supplémentaires par rapport à son projet initial. La plus douce des vengeances avait été de surpasser les rêves les plus ambitieux de William en utilisant des valeurs complètement opposées aux siennes. Alors qu'il prévoyait d'exploiter et d'exclure, Victoria et David avaient créé l'inclusion et la prospérité partagée. De l'autre côté de la ville, dans une cellule de 2M3, William Sterling contemplait les murs gris qui étaient devenus son univers. L'homme qui avait autrefois contrôlé un empire de plusieurs milliards dépendait désormais des repas servis dans des plateaux en plastique. Sa peine de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle signifiait qu'il mourrait en prison. Le docteur Peterson, dans une cellule adjacente, avait perdu non seulement sa liberté, mais aussi sa licence médicale, sa maison et sa fille qui refusaient de lui rendre visite depuis le procès. « Papa a trahi tout ce quoi nous croyons », avait-elle déclaré publiquement avant de changer de nom de famille et de changer d'université. « Tu as entendu ?» murmura Peterson à William à travers les barreaux. Victoria a fait don de 50 millions de dollars à la recherche médicale éthique. Millions. William, plus que je ne verrai en 3 vies. William ne répondit pas. Ses journées se résumaient à regarder les informations sur le succès croissant de l'entreprise qu'il avait un jour pensé contrôler tandis que la femme qu'il avait tenté d'assassiner devenait l'une des entrepreneuses les plus respectées du pays. 6 mois après les funérailles les plus surréalistes de l'histoire américaine, David Washington fut invité à prononcer un discours lors de la remise des diplômes à l'université Harvard. L'homme qui avait dormi sous les ponts pendant 3 ans se trouvait désormais sur le podium de l'institution la plus prestigieuse du pays, s'adressant à des jeunes privilégiés qui représentaient l'avenir de l'élite américaine. La société m'a appris qu'un homme noir sans domicile fixe n'avait aucune valeur. Sa voix résonna dans l'auditorium bondé. Que mon opinion n'avait pas d'importance, que ma présence était indésirable,
que mon destin était scellé. Pendant 3 ans, j'ai cru à ce mensonge. Il fit une pause observant les jeunes visages suspendus à ses lèvres. Mais j'ai découvert que lorsque vous perdez tout ce que la société dit qui vous définit votre emploi, votre maison, votre statut, vous trouvez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Votre capacité à choisir qui vous voulez être. Certains choisissent l'amertume, d'autres choisissent la justice. Victoria, assise au premier rang, glia discrètement une larme. À ses côtés, des représentants de 3 universités attendaient pour offrir à David des postes de professeur titulaire en sécurité d'entreprise et en éthique des affaires. L'homme qui a tenté de me détruire croyait que l'argent achète l'impunité, que le pouvoir justifie toute cruauté, que certaines cises valent plus que d'autres, a poursuivi David. Il avait tort. La véritable richesse réside dans votre capacité à protéger les plus vulnérables, à défendre la vérité même lorsqu'elle est gênante, à choisir la justice même lorsque la vengeance serait plus facile. L'auditoire a éclaté en applaudissements qui ont duré 5 minutes. Ce soir-là, lors d'un dîner de gala, Victoria a annoncé la création de la Fondation David Washington pour la justice sociale, dotée de 100 millions de dollars pour lutter contre la corruption dans les entreprises et défendre les travailleurs victimes d'injustice. David n'a pas seulement sauvé ma vie, a-t-elle déclaré devant un public de 500 chefs d'entreprise. Il m'a appris que le véritable leadership ne consiste pas à accumuler du pouvoir, mais à l'utiliser pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. David, désormais reconnu au niveau national comme un expert en éthique d'entreprise, avait transformé 3 années d'humiliation en une mission de vie qui allait avoir un impact sur des générations entières. Son histoire est devenue un cas d'étude dans les écoles de commerce, un exemple de la façon dont l'intégrité peut triompher de la corruption, même dans les circonstances les plus désespérées. 2 ans après les funérailles, Victoria et David se retrouvèrent à nouveau dans un cimetière, cette fois pour l'enterrement de William Sterling, décédé en prison d'une crise cardiaque. Ils étaient les 2 seuls à y assister. Il a obtenu ce qu'il voulait, dit Victoria doucement en regardant le cercueil sobre être descendu dans la tombe. Il est mort riche en regrets. David a qui ça? La différence entre lui et nous, c'est que nous avons choisi de construire plutôt que de détruire. Il a essayé de m'enterrer, mais il a oublié que les graines poussent dans la terre. Alors qu'il retournait à la voiture, Victoria réfléchit à la leçon la plus profonde de toute cette expérience. Tu sais ce que j'ai appris, David? La meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir ses ennemis, c'est de prouver qu'ils avaient complètement tort sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. David Washington avait prouvé qu'un homme peut tout perdre et trouver malgré tout la force de sauver les autres, que la véritable richesse ne réside pas dans les comptes bancaires mais dans le courage de faire ce qui est juste, que parfois ce que la société rejette sont précisément ce dont nous avons le plus besoin. Si cette histoire de justice et de transformation vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont transformé l'injustice en objectif, l'humiliation en grandeur et prouvé que peu importe à quel point vous tombez bas, il y a toujours une chance de vous relever plus fort que vos ennemis ne l'auraient jamais imaginé. M.